Numéro 5. Le sujet du jour est donc l'organisation d'un processus participatif. Alors, de même que pour les autres sessions, je vous rappelle que cette session est enregistrée et que les enregistrements sont disponibles a posteriori en ligne sur le site. Alors, cette session nous oblige, mais on est toujours obligé à rappeler l'importance du suivi-évaluation dont on a parlé la dernière fois, la semaine dernière au webinaire 4, qui est vraiment au cœur de la conception et au cœur de la participation en général. L'idée qu'on avait défendue, expliquée, qu'il s'agissait de permettre la réflexivité des acteurs sur leur processus de changement, sur qui ils sont, ce qu'ils veulent et où ils vont. Et donc, dans cette démarche qu'on présente aujourd'hui de conception de la participation, il faut avoir en tête qu'on va s'appuyer effectivement sur ce qui a été présenté au webinaire 4 sur le suivi-évaluation et spécifiquement la notion de utiliser le suivi-évaluation comme support de l'organisation et du pilotage d'une participation qui soit maîtrisée. Voilà, donc je ne reviens pas sur les détails, vous pouvez vous référer au webinaire. Alors, première question autour de la conception d'un processus de participation décisionnelle, puisque c'est de ça dont il s'agit dans ces séries, vous le savez. Qui va concevoir le processus, puis finalement, pour quelle finalité, pour quel bénéfice et pour qui? Alors, ça va partir de qui? Ça va aller vers qui? En fait, il y a plusieurs options et il y a les options les plus classiques. Vous avez un groupe de pilotes institutionnels, administratifs, etc., qui prévoient une participation, qui la mettent en place dans un contexte réglementaire, etc. Donc, voilà l'approche, disons, la plus standard. Et puis, vous avez une deuxième approche consistant à essayer de faire une espèce de groupe pilote plus diversifié qui va réfléchir un petit peu à la façon dont la participation doit avoir lieu dans le territoire. Et puis, vous avez une troisième version qui est de directement demander aux participants comment leur participation doit avoir lieu, de demander aux citoyens. On l'avait présenté sur le cas de la Drôme, vous vous en souvenez sans doute. Donc, effectivement, en fait, et ça c'est un peu original, il faut avoir en tête qu'il est possible de faire participer les gens à la conception de leur propre processus participatif et on arrive à une notion de conception participative de la participation. Ce que nous, on met un peu dans la case pré-participation avec un engagement citoyen. Alors, on va rentrer un peu là-dedans. Quelles sont les questions et les enjeux finalement de la conception de la participation? C'est très lié en fait à ce que c'est qu'une bonne participation et c'est aussi lié au suivi-évaluation, donc il y a un côté un petit peu, disons, dépendant de ce qui aura été choisi par les gens. Premier enjeu, la clarté et le partage des principes et des finalités. Savoir pourquoi on est là, savoir ce qu'on en attend. Donc ça, c'est la première chose et ça renvoie évidemment à la notion de respect de ces critères d'évaluation qui auront été choisis au départ. La deuxième notion, c'est très central dans la participation, c'est la notion, le problème d'inclusion, et là, en l'occurrence, l'idée d'une inclusivité raisonnée, n'oublier personne, choisir les rôles, avoir les bonnes personnes dans le dispositif, etc. Donc, respecter d'une certaine façon la diversité sociale et les enjeux d'ouverture. Troisième question, la légitimité, à obtenir un processus qui, à la fin, soit légitime en tant que processus lui-même, c'est-à-dire son déroulé, mais aussi par rapport aux résultats pour les participants, et évidemment, pas dans l'absolu, mais dans un certain cadre institutionnel. Donc, il y a un cadre réglementaire qui s'applique. Avoir un processus qui soit faisable. Ce n'est pas la peine de rêver un processus qu'on ne pourra jamais réaliser avec les moyens disponibles. Et puis, il y a la notion d'efficience, évidemment. Efficience décisionnelle, qu'une décision soit réellement prise, qu'on ne soit pas juste dans le blabla. Et puis, une efficience opérationnelle, c'est-à-dire que derrière, ça puisse découler sur une action concrète, une mise en œuvre effective. Et en particulier un résultat finalement qui n'aurait pas été obtenu sans la participation, parce que sinon ça ne sert à rien de mettre en place une usine à gaz de participation si c'est pour obtenir la même chose que sans. Donc il s'agit de faire de la participation un avantage. Alors, dans ce cadre-là, on raisonne en général, et c'est comme ça qu'on propose les choses du point de vue de nos apports et de nos formations, 6 étapes. Premièrement, formaliser des objectifs. Deuxièmement, identifier des participants. Troisièmement, valider des étapes de décision et en discuter. Proposer ce qu'on appelle des actions de participation ou des actions participatives. Définir le rôle des parties prenantes et discuter des méthodes. Alors, au cœur de ça, il y a cette affectation entre des acteurs, ce que vous avez à droite dans ce schéma, des catégories d'acteurs que vous avez en ligne et des étapes, et en disant, mais qui va faire quoi dans cette affaire finalement? Et ça, ce n'est pas du tout trivial et ça nécessite effectivement un vrai travail de conception. Alors, première étape, faire formuler des objectifs du processus participatif. Et j'insiste bien là-dessus, c'est différent des objectifs de gestion du territoire ou des objectifs de changement socio-environnemental. Ce sont les objectifs du processus décisionnel participatif lui-même. Et dans cet esprit-là, la participation, c'est bien un moyen, ce n'est pas une finalité, et qui va servir une décision.
Alors, donc, la question qui est posée finalement à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce qu'on organise un processus participatif? Alors, il y a plein de raisons, on en a mis une liste ici, ça peut être le respect de la loi, ça peut être rétablir du contact entre les gens, ça peut être faire comprendre, ça peut être faire se rencontrer, ça peut être faire réélire ou faire élire, ça peut être créer, ça peut être changer de pratique, ou ça peut être aussi quand on n'a plus d'autres solutions parfois, qu'on met en œuvre de la participation. Et ça, c'est vraiment la première étape. Evelyne ? Merci. Alors, une fois qu'on a identifié ce ou ces objectifs pour la démarche participative, la première étape, c'est de faire une liste la plus exhaustive possible de toutes les personnes qui sont potentiellement concernées ou impactées par cette démarche participative. Et donc, il y a plusieurs manières de faire. Ça peut être de se baser sur des annuaires, des bases de données ou des analyses d'acteurs existantes quand il y en a. Ça peut être éventuellement de prendre des listes de catégories d'acteurs types. Alors, ce que vous voyez à gauche, par exemple, c'est issu d'un document de l'OCDE qui liste les grandes catégories d'acteurs dans le domaine de l'eau. Donc, ça peut être de prendre ces catégories et puis ensuite d'entrer dans le détail de qui sont les entreprises, qui sont les médias, qui sont les collectivités locales sur le territoire en question. Après, ça peut être de regarder également qui sont les acteurs habituels qui participent à la prise de décision sur le territoire. Alors, en fonction du sujet dont on est en train de parler, si c'est l'eau, ça peut être les différents représentants associatifs qui sont associés à la commission locale de l'eau, les différentes collectivités. Donc, voilà, c'est ces personnes qui sont habituellement associées à la prise de décision. Et puis, il y a une technique assez classique en sciences sociales qui s'appelle boule de neige, où tout simplement l'objectif est de commencer par une ou plusieurs personnes qu'on connaît et puis ensuite de leur demander de nommer d'autres personnes qui pourraient potentiellement être concernées. Et donc, ça permet déjà de faire une première liste assez détaillée des différents acteurs qui sont présents sur le territoire. L'objectif étant bien entendu, de n'oublier personne et notamment certaines catégories auxquelles on ne pense pas forcément. Dans la gestion du risque, par exemple, souvent les entreprises ou les assurances ne sont pas toujours associées aux prises de décision. Donc, ça peut être voilà, ce type d'acteurs qui sont les oubliés. Et puis, en réalité, dans cette liste, il y a deux types d'acteurs. Il y a ces acteurs donc, qui sont concernés par le sujet, la problématique en question, qui sont potentiellement impactés par ce processus décisionnel. Mais il y a aussi les acteurs qui sont vraiment dédiés à la participation. Et donc là, il va s'agir par exemple du facilitateur de la démarche, de la personne de là ou des personnes qui sont les pilotes, qui ont lancé la démarche participative. Ça peut être les observateurs, les garants de la participation. Et donc, il faut les lister aussi dans cette deuxième étape. Alors, une fois qu'on a effectué cette liste, l'idée est de pouvoir définir les différentes étapes de la décision et donc les différentes étapes à laquelle on va chercher à associer ces différents acteurs. Donc, nous, on a listé là 8 étapes qui sont relativement communes parce qu'elles se retrouvent souvent dans des processus décisionnels, mais c'est pas obligatoirement toutes ces étapes, ça peut être dans un ordre différent. À vous de voir si vous voulez choisir, nommer vos propres étapes en fonction de la démarche que vous voulez mettre en œuvre. L'idée, en tout cas, est d'avoir sur une échelle de temps les grands moments et ensuite de pouvoir dire à chacun de ces moments qui vont être les acteurs qui vont être associés. Donc, ça nous amène petit à petit à la 4e étape. Et donc, là, on vous renvoie aux fiches qui s'appellent étapes de la décision. Vous voyez le lien en haut à droite. C'est un travail qu'on avait effectué il y a quelques années avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et où l'objectif était justement de pouvoir lister un certain nombre de méthodes participatives qui permettent d'associer différents acteurs à chacune de ces étapes.
Donc là, vous voyez un exemple de fiche devant vous. Donc, c'est l'étape de diagnostic, par exemple. Et il y a une description donc, de l'étape juste en dessous. Et puis, en bas, une description de ce que signifie cette étape en fonction de différents degrés de participation. Parce qu'on peut réaliser un diagnostic avec un degré de participation faible, c'est-à-dire par exemple l'externaliser, la faire par un bureau d'études, par exemple, externe, avec un degré de participation moyen, de consulter quelques citoyens, quelques acteurs du territoire pour réaliser ce diagnostic, ou alors avec un degré de participation élevé et de faire participer largement les citoyens. De ce point de vue-là, je dirais qu'il n'y a aucune recommandation spécifique de notre part sur un bon degré de participation. Tout dépend vraiment du processus que vous voulez mettre en œuvre. C'est pour ça qu'en fonction de la démarche envisagée, on peut choisir au moment où on conçoit la démarche de, par exemple, avoir un degré de participation très élevé au début pour faire émerger les problématiques, identifier justement les différents enjeux du territoire, et puis ensuite d'avoir un degré de participation moindre sur les étapes suivantes, ou tout l'inverse, ou avoir un degré de participation élevé tout du long, ou au contraire un degré de participation faible tout du long. Donc c'est vraiment des choix qui sont faits au moment du pilotage. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'entrer dans un niveau de détail un petit peu plus grand, je dirais, par rapport à ces différentes étapes, et donc de se dire, finalement, si on doit réaliser un diagnostic, si je reprends cet exemple, quelles sont les différentes actions qu'on va mettre en œuvre avec les acteurs qu'on souhaite y associer. Et donc, par exemple, si on prend l'étape de structurer la participation ou de concevoir le plan de participation, ce qu'on est en train de faire là, ça peut être les actions de constituer un groupe pilote, d'organiser la communication autour du processus, de lister les acteurs, finalement les étapes qu'on est en train de décrire actuellement. Donc, vous voyez que c'est vraiment de rentrer un petit peu dans le détail de ces grandes étapes. Et donc, l'objectif à terme, c'est d'aboutir à un plan de participation qui ressemblerait à celui que vous voyez à gauche. Alors, c'est écrit très, très petit, mais l'objectif n'est pas forcément que vous le lisiez. Mais donc, vous voyez que tout en haut apparaissent les différentes étapes de la démarche participative. Ensuite, juste en dessous, vous voyez les actions de participation qui sont listées. Et puis, en colonne à gauche, les différents acteurs qui ont été identifiés au départ. Et donc, l'idée, ensuite, pour poursuivre ce plan de participation, c'est de définir quel va être le rôle de ces différents acteurs dans chacune de ces actions. Et donc, une typologie de rôle relativement simple qu'on utilise souvent, c'est soit d'avoir un rôle d'organisation, donc en général, ça concerne relativement peu d'acteurs, mais cette organisation, elle peut aussi varier en fonction des actions qui sont mises en œuvre. Avoir un rôle actif, donner son opinion, participer, décider. Avoir un rôle passif, donc être présent, être informé, écouter, mais sans forcément donner son avis ou participer activement. Et puis, rien, donc ne pas participer ou être absent. Et donc, ça nous permet de visualiser ce plan de participation, qui vont être les acteurs qui vont être associés aux différentes étapes, et puis ensuite d'avoir un regard un petit peu réflexif dessus en se disant est-ce que c'est logique, est-ce que c'est faisable, est-ce que ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs, et puis éventuellement de le réviser chemin faisant. Et donc, la dernière étape pour construire ce plan de participation, une fois qu'on a identifié ces différentes actions et ces acteurs, c'est de discuter des méthodes participatives qui vont être mobilisées. Alors, on a mis quelques photos sur la gauche, mais comme on l'a mentionné déjà dans d'autres webinaires, il existe des centaines, voire des milliers de méthodes participatives qui existent. Et donc, ces fiches étapes, encore une fois, réalisées dans le cadre du projet avec l'Agence de l'eau, étaient destinées justement à guider les personnes qui cherchaient à concevoir un plan de participation en leur indiquant
des familles de méthodes possibles à chacune de ces étapes. Alors, c'est un outil parmi d'autres. Il en existe plusieurs autres qu'on a listés dans les références du document et que vous pourrez retrouver sur le PowerPoint. En tous les cas, l'idée est vraiment de choisir des méthodes qui soient adaptées déjà au type de public, qui soient adaptées à la disponibilité des personnes, parce que certaines méthodes vont prendre beaucoup plus de temps que d'autres, au nombre de personnes qui sont visées. On ne va pas utiliser la même méthode si on vise un petit groupe d'une dizaine de personnes ou plusieurs milliers de participants. Certaines méthodes nécessitent plus de prise en main que d'autres aussi. Elles nécessitent de se former éventuellement. Et donc, vous pouvez justement retrouver un petit peu ces différents éléments dans les fiches méthodes, toujours sur le lien qui est en bas, et puis sur les autres ressources qui sont disponibles également sur les méthodes participatives. Alors, une fois que finalement que ce plan est terminé, en fait, on a achevé la conception, enfin, ils ont achevé la conception. Mais en fait, évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments qui vont concerner en fait la mise en œuvre de ce plan de participation et ce qu'on va appeler sa régulation. La régulation, c'est la façon dont on va faire appliquer les règles du jeu. Donc, d'une part, il y a un enjeu de précision de l'ensemble des détails techniques, de la faisabilité concrète avec tous les éléments financiers, les éléments logistiques. On pourrait revenir dessus beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'éléments de ce que nous on appelle souvent la cuisine de la participation, c'est-à-dire comment on s'assure que les gens viennent, qu'on gère les frais, qu'on gère du babysitting, qu'on assure des conditions de travail correctes, etc. On va sécuriser les moyens, on va sécuriser aussi les conditions réglementaires. Ça peut inclure des choses comme la RGPD, la protection des données, des éléments de consentement. Et puis, très important, on n'en parle pas aujourd'hui en détail, mais c'est vraiment fondamental, en lien avec le plan de participation et le contexte, discuter et valider une charte de participation, c'est-à-dire vraiment l'élément support de l'arbitrage en plus du plan de participation. Alors, on renvoie ici sur les propositions de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne sur ce thème, mais plus généralement au niveau du CGDD, vous avez des éléments sur la charte de participation, on en a déjà parlé. Proposer un cadre d'arbitrage, mettre en place des arbitres, donc ça, ce qu'on appelle des garants depuis, grosso modo, le Grenelle de l'environnement, mais qui s'est stabilisé. Alors ça peut être un garant formel par la CNDP, la Commission nationale des débats publics, ou des garants informels qui sont choisis localement. Ça marche aussi, il faut qu'un certain nombre de critères soient pris en compte. Et vous avez aussi l'adresse un peu de comment le groupe Décider Ensemble propose ça. Alors attention, c'est une URL continue, il faut mettre les éléments ensemble. Et puis finalement, on va formaliser le lancement, et ça peut être une cérémonie de lancement, parce qu'il y a un engagement. Et ça, c'est très important sur la qualité du processus et de ses effets, c'est que tout le monde soit effectivement engagé, se sente engagé à long terme dans ce dispositif. Alors, organiser, structurer, etc., la participation, on peut se sentir désemparé et incapable de le faire finalement. Donc, il y a des enjeux de formation. Bon, ce à quoi on essaye un peu de contribuer ici, bon, il y a des formations qui vont beaucoup plus loin. Et puis, vous avez des ressources, donc des ressources documentaires, beaucoup de guides. Ils sont aussi référencés dans le premier webinaire, je vous rappelle, et puis ils sont référencés dans les éléments qu'on a développés avec l'Agence de l'eau. Ils sont référencés à différents niveaux. Il y en a pas mal. On peut se faire aider par des chercheurs, c'est nous. Ou d'autres, il y en a d'autres, il y a des gens du CNRS, des gens de l'IRD, etc., dans différents organismes ou à l'international. On peut se faire aider par des associations, on peut se faire aider évidemment par des bureaux d'études, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors je vous invite à aller consulter la liste des membres de l'Institut de la concertation, vous avez la plupart des professionnels français, donc on ne fait pas une pub spécifique pour X ou Y, on en indique quelques-uns avec lesquels historiquement on a pu travailler. On peut se faire aider avec des dispositifs informatiques, en ligne, donc des civic tech, mais qui ne couvrent qu'une partie des compétences. Il ne faut pas imaginer qu'un outil numérique va servir en tant que tel de substitut au reste des compétences. Et puis, on peut aussi se faire aider par finalement des personnes expérimentées. Ça peut être des agents publics qui ont une forte expérience, qui ont été formés, ou des citoyens, des citoyennes même. C'est ce qu'on travaille actuellement avec Stéphanie, notre collègue ici présente en particulier, sur les notions de citoyens médiateurs dans les territoires. Alors, puisqu'on a un tout petit peu de temps, on n'en était pas sûr, donc on l'avait mis à la fin, je vais juste dire un mot sur la situation spécifique de conception de la participation dans le contexte Covid.
actuelle et les contraintes que ça va poser. Alors, c'est un petit peu plus technique finalement que ce qu'on disait avant. Et ça renvoie d'ailleurs à ce qu'on est en train de faire, parce qu'on aurait pu avoir ce webinaire finalement local. Mais peut-être que vous n'auriez pas été là, puisque je suppose que vous venez de beaucoup d'endroits en France. Donc, on va travailler avec de la visio, on va essayer de travailler avec une caméra, ce que nous ne faisons pas avec vous aujourd'hui. On ne voit pas vos figures. Donc, le non-verbal, vous savez à quel point le non-verbal est important, n'est pas là. Et il y a plus que le non-verbal. Il y a des collègues qui travaillent sur la relation dans l'espace et la perception de l'autre dans l'espace qui serait constitutive du collectif. Des dispositifs hybrides, c'est très important. Qu'est-ce que c'est qu'un dispositif hybride? C'est un peu de numérique et un peu de présentiel. Donc, par exemple, un truc auquel on croit beaucoup, c'est les micro-groupes. Et un micro-groupe, c'est des gens qui sont ensemble, qui vont travailler sur leurs problèmes locaux. Alors, des gens, c'est 5-6 personnes, donc on peut respecter des contraintes Covid, par exemple, et puis quand même, on va être à l'intérieur d'un groupe plus grand où il y aura des interdépendances par l'utilisation d'un outil numérique, etc. Voilà. Pour travailler dans des contextes comme ceux qu'on a aujourd'hui, il y a des outils très simples. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des plateformes hyper compliquées. Il y a des outils simples privés du type de ce que Google fournit, qui sont très puissants. Nous, on les utilise beaucoup, il faut bien le dire. Et puis, vous avez aussi des outils très simples en version libre. Dans le monde, par exemple, des outils Frama, donc vous allez trouver des Framapad, des Framadoc, etc. C'est des outils partagés qui permettent de collaborer en ligne de façon très simple. Évidemment, la condition, bien entendu, et c'est le problème central, c'est d'avoir Internet. Et Eunine, qui travaille actuellement en Tunisie, et dans des contextes où c'est encore plus difficile qu'en France. Je ne dis pas qu'en France, le problème est réglé. On a 20% de la population qui n'est pas du tout à l'aise, finalement, quand même en France. Mais il faut trouver des alternatives. Et là, c'est encore plus compliqué, évidemment, parce que là, on passe quand même par Internet et numérique. On peut aussi avoir transmis aux gens des choses à faire chez eux, dont ils vont partager les résultats. On peut utiliser du courrier, on peut utiliser des vieilles techniques. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a quand même un autre aspect, c'est que malgré tout, depuis un an, on est tous confrontés à ça et c'est clair que ça a changé les habitudes. Donc, c'est un petit aspect positif dans l'histoire, c'est qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas imaginé de faire il y a un an, que maintenant on fait et qui ne marchent pas si mal. Voilà, donc c'est assez important. Alors, il nous reste une minute pour parler des écueils à éviter. Et Emeline, si tu veux éventuellement terminer là-dessus. Oui, alors, c'était un petit peu pour revenir de manière globale sur cette phase de qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on conçoit une démarche participative. Eh bien, dans un premier temps, de notre point de vue, il ne faut pas faire participer pour faire accepter quelque chose. Il faut plutôt qu'il y ait une marge de manœuvre dans la décision pour la participation et que les avis des participants soient pris en compte dans la décision. Il ne faut pas envisager un événement et puis parce que ça marche, envisager un deuxième et puis un troisième et puis le programmer petit à petit. Alors souvent, c'est ce qui est le cas quand on commence dans la participation, mais nous, on vous encourage vraiment à réfléchir l'ensemble du processus ou au moins essayer de le penser en amont et de se dire finalement où est-ce que je veux amener les différents participants, qu'est-ce que je veux leur faire faire, quel rôle je veux leur donner. Et cette transparence, elle n'en sera que mieux vécue par les participants eux-mêmes. Ensuite, ne pas confondre animation et décision participative, de vraiment utiliser l'animation, la facilitation du dispositif. Et j'ai vu qu'il y avait des questions liées à la médiation et au rôle de garant également. Donc, on y répondra peut-être dans la suite des questions. Il ne faut pas commencer par choisir une méthode participative et c'est vrai que souvent sur les territoires, on voit des personnes qui ont vu une méthode qui leur plaît bien. Ça peut être le théâtre forum, ça peut être des jeux de rôle et c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes qui donnent envie. Nous, on vous encourage vraiment à réfléchir d'abord aux objectifs de la démarche participative et puis ensuite de choisir les méthodes en fonction de ces objectifs et non l'inverse. Simplement peut-être parce que la méthode qui vous aura attiré initialement ne sera peut-être pas la meilleure en fonction de l'objectif. Et puis, ne pas laisser un tout petit groupe de personnes, le pilote ou le facilitateur, décider des règles de la participation en chemin, mais bien co-construire et engager les participants dans ces règles initialement et puis les faire respecter tout du long avec l'ensemble des participants, y compris le pilote, le facilitateur et les autres acteurs associés.
Donc, je pense qu'on va s'arrêter là et puis on va prendre peut-être les questions qui ont déjà été posées. Alors, effectivement, il y a déjà plusieurs questions sur le chat. Une première question qui est, est-ce qu'il y a des étapes de la décision qui sont plus importantes que d'autres pour lesquelles la participation, en fait, joue un vrai levier sur la prise de décision finale? Bon, je vais commencer à répondre et puis Émile complétera. Alors, c'est une question difficile. Ça dépend ce qu'on veut dire par importante ou même la notion de levier, parce que la connaissance et la compréhension de la situation, c'est un levier. Le choix, on peut se dire finalement l'étape de choix où on va voter, c'est le plus important. Oui, mais si on vote sur un truc avec lequel on n'est pas d'accord avec l'espace de choix au départ, ça ne va pas marcher non plus. C'est le problème de toutes les votations où on nous balance des options et puis on n'a jamais contribué à quoi que ce soit en amont. Et si on nous propose des solutions à un problème et on n'est pas d'accord avec l'espace de problème, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est une question assez difficile. On aurait tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment d'étape plus importante l'une que l'autre. On peut dire, par contre, qu'il y a un truc qui est important, c'est que si, dans la conception au départ, on n'a pas été mis dans la boucle, de toute façon, la question ne se posera même pas pour nous parce qu'on ne sera pas dedans. Et donc, finalement, la conception primaire du dispositif est importante et c'est elle qui va déterminer la suite. Et quand Émile concluait sur la question, finalement, de bien faire co-décider les conditions de décision, eh bien, c'est la légitimité et la valeur du résultat qui est en question. Et ça va aussi obliger, finalement, à rendre important ce qui est en train d'être fait et que ça ne soit pas simplement de l'habillage et du marketing sur un truc qui est pris par ailleurs. Alors, il y a une deuxième question que tu as commencé à aborder, Emeline, en fin de présentation, qui est relative à la notion de garant et de médiateur. Donc, la question, c'est en gros, garant et médiateur, une seule et même personne, ou est-ce des rôles différents, en fait? Alors, en général, je n'ai pas sous les yeux là, de définition extrêmement précise de facilitateur, garant ou médiateur. Nous, ce qu'on entend par médiateur, souvent, c'est plutôt dans des situations de conflit ou de tension où le médiateur va justement avoir un rôle spécifique pour aller au-delà de ces conflits et de ces tensions. De manière plus générale, on va dire que quelqu'un qui anime les débats, qui distribue la parole, va être le facilitateur. Donc, le médiateur peut être une sorte de facilitateur dans des contextes plutôt tendus ou conflictuels. Et le garant, par contre, a un rôle assez différent. Le garant que mentionnait Nils, c'est quelqu'un qui va s'assurer que les règles de la participation qui sont fixées au départ vont être respectées tout au long de la démarche. Donc, si par exemple, les décisionnaires du territoire se sont engagés à prendre en compte les avis des participants, le garant va s'assurer que ces avis ont bien été formulés, que la communication a été faite de manière large sur le territoire pour qu'un maximum de personnes puissent participer, que ces avis ont été donnés aux décisionnaires et qu'ensuite ils ont été pris en compte. Donc le rôle de garant est assez différent de celui de médiateur. Je compléterai ce que dit Emeline par le fait qu'aujourd'hui, être un garant au sens de la CNDP, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est passé par une formation et une certification tout à fait officielle qui est très importante parce qu'elle détermine le fait qu'on puisse d'ailleurs avoir un statut même où on va être rémunéré de facto par les maîtres d'ouvrage dans le cadre des projets. Voilà, donc la CNDP, la Commission nationale du débat public, et donc là, il s'agit de garants officiels pour les débats publics, notamment sur les grands projets. On a eu un événement de débat justement récent dans l'histoire politique française qui est la Convention citoyenne pour le climat, et une personne demande justement qui a aidé cette Convention citoyenne pour le climat, ce que vous avez évoqué dans la présentation. Des rôles de médiation, d'aide ou de soutien à ce type de dispositif. Alors, à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste. On avait annoncé qu'il y aurait une session sur la Convention, donc je m'en suis occupé entre-temps et on va la programmer. À ma connaissance, sur la Convention citoyenne climat au niveau national,
Donc, comme il y a eu un appel d'offres national pour réaliser les fonctions de conception et d'animation du dispositif, il y a eu un appel d'offres national pour sélectionner, il y a un appel d'offres national pour, je crois, traiter les données. Et en plus, il y a des groupes de spécialistes du GIS, du Groupement d'intérêt scientifique démocratie et participation, qui se sont institués pour en assurer l'observation et le suivi en complément. Donc, ça a été réalisé au niveau technique, méthodologique, par des bureaux d'études qui ont été recrutés sur appel d'offres au niveau national, avec une cellule de pilotage, disons, technico-politique, qui incluait des gens de la CNDP et des gens du CGDD, du Commissariat général développement durable, et du commissariat du gouvernement, en gros. Voilà ce que j'en sais, et je pense que nous reviendrons sur cette question dans une session ultérieure que nous ferons spécifiquement sur les conventions citoyennes climat et la convention Gilets jaunes. Situation similaire, par exemple, sur la convention citoyenne Occitanie qui a eu lieu récemment. Deux bureaux d'études sont intervenus, plus un bureau de suivi et analyse qui est démocratie ouverte, plus des garants qui étaient en l'occurrence des garants officiels de la CNDP qui étaient présents dans le dispositif, et une co-animation par des agents de l'administration de la région. Voilà des exemples. Donc Nils, tu évoquais le fait, enfin déjà un peu les programmes des prochaines sessions. Il y a une question sur, justement, dans les prochaines sessions, est-ce qu'il est prévu d'aborder de manière plus approfondie la question du développement d'une culture participative chez les citoyens, et justement le sujet, le thème de citoyens participants, citoyens médiateurs, etc. Est-ce qu'il y aura un point plus spécifique sur ça? C'est pas programmé. C'est pas programmé en soi aujourd'hui, mais de toute façon, on a besoin de le faire pour d'autres raisons que tu connais bien, Stéphanie. Donc peut-être que tu peux dire 2-3 mots toi-même sur qu'est-ce qu'on envisage. C'est aujourd'hui un stade du projet. Sur cette notion de citoyen médiateur, je pense que c'est intéressant. Et pour la question de Thierry Merle, ça fait partie des choses qui sont au programme dans une notion de culture de la citoyenneté et culture de la participation, avec un vieux projet d'académie de la participation sur lesquels on reviendra, mais effectivement, ce n'est pas programmé à cet instant. On a bien pris note, ça fait partie des ajouts de programmation. Mais Stéphanie, tu veux dire un mot sur les citoyens médiateurs ? Oui, effectivement. Donc, dans le cadre du projet régional Littoral Plus, l'INRAE lance une action sur les processus participatifs, avec un axe qui est l'appui à l'émergence d'un réseau de citoyens médiateurs. Donc, je reprends la notion de médiateur qu'évoquait Emeline tout à l'heure, qui aurait du coup pour rôle de faciliter la maturation de projets citoyens et son interfaçage, on va dire, avec des dispositifs institutionnels de soutien aux initiatives citoyennes sur les territoires littoraux d'Occitanie. Donc, dans le cadre d'une formation-action qu'on va lancer à partir du début de l'année 2021, il va y avoir une série de formations largement ouvertes qui vont s'adresser aussi bien aux citoyens qu'aux élus, qu'à des groupes intermédiaires de type associatif, parmi lesquels on espère justement pouvoir appuyer plus spécifiquement un groupe de personnes qui mettraient en fait en musique sur leur territoire les méthodes et outils auxquels on va travailler ensemble dans le cadre de cette formation-action, avec une idée aussi d'aller-retour permanent entre ce que j'arrive à mettre en œuvre sur le territoire et les méthodes et les outils dans un processus d'amélioration continue et d'échange de pratiques, d'échange d'expériences avec des pairs sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est un gros projet pour l'année qui démarre l'année qui vient de lancement d'un tel réseau. Alors, je poursuis sur les questions qu'il y avait sur l'interface de questions-réponses. Donc, il y a des questions justement sur les formations. On a beaucoup parlé de la méthode couplage et en fait, du coup, il y a une question plutôt de précision, de clarification. Est-ce que c'est une méthode spécifique de participation ou est-ce que c'est une méthode générale de conception de la participation? Alors, je peux commencer la question. Alors,
En fait, couplage, c'est une approche de la participation qui rassemble différents outils. La plupart qui constituent le contenu des webinaires que nous vous dispensons actuellement. Donc, ça inclut l'outil Prépare, qui est celui qui a été présenté aujourd'hui, et pour préparer la participation. Il existe d'autres outils et d'autres approches pour préparer la participation, mais aussi pour d'autres aspects de la participation, pour faire de la planification participative, pour les budgets participatifs, pour l'observation participative, etc. Disons que dans les grandes lignes, vous allez retrouver le même genre d'étape que celle qui vous a été présentée aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on cherche à concevoir un processus participatif, en général, on commence par identifier les objectifs, par lister les différents acteurs, par lister les étapes. Donc, voilà, ça sera peut-être organisé, présenté différemment. Certains outils vont être plus centrés sur l'analyse d'acteurs, d'autres sur les rôles, mais dans les grandes idées, je dirais qu'on va retrouver les mêmes étapes. Après, donc ça reste un outil spécifique parmi d'autres, effectivement. Et c'est ce qu'on a cherché à lister dans les fiches étapes qui ont été mentionnées au cours du webinaire et les fiches méthodes produites avec l'Agence de l'eau, et on peut remettre le lien dans la conversation. C'était de justement essayer d'identifier ces autres outils existants pour différents objectifs. Je compléterai ce que vient de dire Émile pour insister sur un point qui est que nous, on n'est pas des consultants, on est des acteurs publics. On porte un certain nombre d'idées et de principes qu'on a explorés et mis en œuvre techniquement dans un certain nombre de pays et de contextes. Il y a plein de méthodes, il y a beaucoup de méthodes, mais il ne faut pas raisonner en termes de méthodes, on l'a dit. Il faut raisonner en termes d'enjeux, de perspectives, d'approches. Donc, il y a quelques messages clés, vous l'avez compris pour nous, la notion de décision qui est au cœur de la participation, qui n'est pas de la communication, un certain nombre d'éléments sur les modalités d'inclusion des gens dans les dispositifs. Et au cœur de ce qu'on fait nous, on n'en a pas encore parlé beaucoup, mais il y a une idée de ce qui s'appelle la modélisation participative. On y reviendra dans une session ultérieure, qui est essentiellement le fait de dire on fait confiance aux gens dans leur capacité de pouvoir dire et exprimer des choses sur leur environnement, leur action, un certain nombre de choses, les mettre en partage et créer quelque chose qui va devenir un substrat de dialogue. Et ça, c'est au cœur de couplage dans ces différentes dimensions. Couplage, c'est une accumulation d'éléments. Bon, voilà. D'autres collègues ont d'autres approches. Il y a pas mal de gens qui travaillent vraiment sur des méthodes isolées. Nous, on a essayé d'avoir une approche un peu globale du cycle décisionnel. C'est un peu l'esprit de ces dispositifs. Du coup, je fais le lien avec la question sur les formations. Donc, on nous demande les méthodes, les outils. Où est-ce qu'on peut retrouver des formations notamment, il y a l'école thématique de Bruxelles qui est mentionnée par la personne qui pose la question. Enfin, moi, je ne connais pas. Mais... J'ai mis le lien donc déjà sur la liste des formations référencées par l'Institut de la concertation. Probablement, je n'ai pas vérifié, le GIS Démocratie et Participation doit en avoir un aussi. On avait fait une liste des organismes. Donc il y a le GIS Démocratie de l'Institut de la concertation, il y a le groupement Alice, il y a Décider ensemble, il y a des organismes. Et ils ont tous soit leur propre formation, soit des séries de formations. C'est un peu éclaté, c'est vrai, l'information. Il y a aussi des formations internationales dans d'autres contextes. Vous avez des formations gratuites et vous avez des formations payantes. Et dans la formation professionnelle, le CNFPT, par exemple, ou d'autres, proposent des formations. Et dans les universités, vous avez un certain nombre de formations. Nous, on en donne. Des collègues, comme par exemple Nicolas Bécu à La Rochelle ou d'autres, ont des formations à Paris autour de l'équipe Blondio, etc. Il y a des choses qui sont proposées. Alors après, avec des perspectives différentes. Vous avez pas mal de formations qui sont des formations plutôt orientées action, puis vous avez des formations plutôt analyse. Ce qui va être fait par les gens du GIS Démocratie et Participation, c'est des formations, grosso modo, pour comprendre la participation et ses enjeux. Ce n'est pas forcément de la cuisine, pas forcément la façon de faire de l'ingénierie de processus. Voilà. Donc, il y a des niveaux de réglage différents, et puis il y a aussi toutes les formations pour travailler plus spécifiquement au Sud, dans les pays en développement.
Et peut-être pour ajouter, il y a aussi beaucoup de bureaux d'études, d'entreprises de conseil qui donnent leur propre formation et les associations également donnent des formations, produisent des manuels méthodologiques, donc que ce soit l'IFRE, les CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc, en fait, le réseau des graines, des graines aussi. Graines, voilà. Ouais. Donc, beaucoup des acteurs de la participation donnent des formations qui, effectivement, peuvent être soit plus globales, soit plus actions, soit sur un outil particulier. Du coup, je fais le lien avec la question relative au rôle de facilitateur, qui est mentionné qu'a priori, facilitateur, c'est un métier. Et est-ce que ça peut s'exercer de manière bénévole ou pas? Et si oui, comment? Alors, je commencerai juste sur un tout petit point. Bon, pour préciser, effectivement, c'est un point important. Donc, il y a une certification des facilitateurs. Donc, il existe à l'échelle internationale, ça a été lancé dans le monde anglo-saxon, ce qui s'appelle l'IAF, qui donne une certification professionnelle en tant que facilitateur. Et c'est un métier particulier qui repose sur des principes de neutralité, qui accompagne le déroulement d'une réunion particulière. Vous l'avez compris, si vous avez suivi nos webinaires, c'est indispensable, c'est utile, mais ça ne résume pas du tout la participation. Alors, sur la réponse du bénévolat, je laisse Émilie compléter. Alors, je pense que pour construire sur la réponse de Niels, oui, c'est tout à fait possible d'avoir un facilitateur bénévole. Après, effectivement, il me semble qu'une facilitation efficace et qui permette de respecter les principes de participation qui ont été dictés en amont nécessite quand même une formation pour pouvoir justement savoir comment gérer les participants potentiellement un peu difficiles, contestataires, pour apprendre à répartir la parole. Ça reste un métier, donc c'est tout à fait possible de le faire de manière bénévole, mais il me semble que ça nécessite un minimum de formation et d'apprentissage. Il existe par ailleurs des formations effectivement en ligne qui existent entre autres, ou des guides de facilitation pour apprendre les bases. Il y a une question sur du coup l'inscription à la formation Action Citoyen Médiateur dont on parlait tantôt. Alors, peut-être que je peux répondre là, en disant que effectivement, on est en train de préparer les éléments de communication et les modalités d'inscription. Donc, c'est pas encore en ligne. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous rediriger vers plus d'informations à ce sujet, mais on le fera dès que ça existera, en fait. Est-ce que la Convention citoyenne climat avait des garants? La réponse était oui. Entre-temps, j'ai vérifié qui c'était. Donc, il y en a un, je connaissais, c'était Cyril Dion, dont on a beaucoup entendu parler médiatiquement. Les deux autres étaient Anne Frago et Michel Caddy. Je lis, parce que je ne le connaissais pas par cœur. Je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste de la Convention nationale. Il y avait aussi des garants dans les conventions plus locales, donc ils ont joué leur rôle. On le voit avec les questions, les contestations qui sont posées en particulier aujourd'hui par Cyril Dion, je crois, dans le contexte général. Alors, je ne sais pas si la question portait sur la Convention citoyenne sur le climat ou sur le grand débat. Oui, bonne question. On parle de la consultation citoyenne organisée par Emmanuel Macron. Exact. Il y en a eu plusieurs, et donc les deux plus connus sont la Convention citoyenne. Le grand débat avait aussi des garants, c'est clair. Non, dès qu'on a des dispositifs d'ampleur nationale, dès qu'on a des dispositifs qui sont gérés de façon formelle et officielle, on a des garants depuis maintenant au moins 3 ou 4 ans. Après, il y a des vraies questions sur la façon dont ces garants travaillent, etc. Mais enfin, ça a quand même été une évolution importante d'avoir la capacité d'avoir un juge arbitre vers qui on peut se tourner pour dire mais il y a un problème, ça ne marche pas, les règles du jeu ne sont pas respectées, etc. C'est quand même quelque chose de vraiment important dans ce dispositif. Et je crois que
C'est d'ailleurs une des questions qui se posent sur l'évolution du métier, par exemple, de commissaire enquêteur vers garant. Est-ce que c'est clairement pas le même métier? Et donc, il y a eu des enjeux autour de ça. Voilà, il est 14h01. Et si vous avez des questions, regrets, n'hésitez pas à nous les transmettre par courriel. Et donc, nous nous retrouvons en janvier pour le prochain webinaire qui portera, je crois, sur les jeux, semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Merci à tous pour votre participation et votre présence aujourd'hui. Le diagnostic et la modélisation participative. Voilà. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes, autant que possible dans ces conditions évidemment compliquées. Et à bientôt. Bonne fête à tous, à bientôt. Merci, bonne fête.